Bonjour et bienvenue dans Histoire et gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie, influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Ce podcast est en 2 parties. Vous écoutez la partie 2. Enfin, abordons la gastronomie selon Brillat-Savarin. Celui qui, le premier, définit véritablement le mot gastronomie fut Brillat-Savarin dans La physiologie du goût en 1825. Il détailla les mécanismes physiologiques du goût dans le but de le perfectionner et de l'améliorer. Il donna dans son ouvrage une définition de la gastronomie. La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Elle y parvient en dirigeant, par des principes certains, tous ceux qui recherchent, fournissent ou préparent les choses qui peuvent se convertir en aliments. Ainsi, c'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers. La gastronomie tient à l'histoire naturelle par la classification qu'elle fait des substances alimentaires, à la physique par l'examen de leur composition et de leur qualité, à la chimie par les diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir, à la cuisine par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût, au commerce par la recherche des moyens d'acheter au meilleur marché possible ce qu'elle consomme et de débiter le plus avantageusement ce qu'elle représente à vendre. Enfin, à l'économie politique par les ressources qu'elle présente à l'impôt et par les moyens d'échange qu'elle établit entre les nations. La gastronomie régit la vie tout entière. Ainsi, Brillat-Savarin étendait la définition de Joseph Berchoux en considérant qu'en plus de l'art de la cuisine, il fallait ajouter tout ce qui se rapportait à la nourriture et à l'acte de se nourrir. Sa gastronomie s'inscrivait donc dans l'histoire et l'histoire des hommes, car ce besoin de se nourrir poussa l'homme a inventé l'agriculture, les marchés, les foires, la cuisine, les arts de la table, le service de table, les cafés et restaurants, etc. Brillat-Savarin fut le théoricien de la gastronomie. Jean-Antenne Brillat-Savarin naquit en 1755 à Belay, dans le Bugey. Son père, Marc-Antenne Brillat-Savarin, avocat, procureur du roi à Belay, et sa mère, Claudine Aurore Récamier, 1726-1802, lui donnèrent une éducation solide. Il avait étudié le grec et le latin, parlait couramment l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand, chantait et jouait du violon, à l'image de ses aïeux qui consacrèrent depuis plusieurs siècles leur carrière au barreau ou à la magistrature. Il exerça le métier d'avocat après avoir suivi des cours de droit, mais aussi, par curiosité, des cours de chimie et de médecine à Dijon. Il fut élu député du tiers-état pour le bailliage du Bugey aux États généraux et participa à l'Assemblée constituante de 1789 à 1791. À la fin de son mandat, il rentra à Belay, où il fut élu juge suppléant au tribunal de cassation de l'Ain, président du tribunal civil de l'Ain, puis maire de Belay en 1792. Il fut destitué de ses fonctions le 13 octobre 1793 par un comité de surveillance révolutionnaire. Craignant pour sa vie, il décida de s'exiler en Suisse, d'où il passa à Londres, puis en Hollande, avant d'embarquer pour les États-Unis. Il passa ainsi 2 ans à New York où il vécut en donnant des cours de français et en jouant du violon dans l'orchestre du John Street Theatre. En 1796, les esprits s'étant calmés, il obtint l'autorisation de rentrer en France et de recouvrer ses biens. Une nouvelle vie s'ouvrait à lui. 4 ans plus tard, il fut nommé conseiller à la Cour de cassation, fonction qu'il exerça jusqu'à sa mort en 1826. Quelques mois avant sa mort, il publia l'œuvre de sa vie, La physiologie du goût, qui inscrivit à jamais le nom de Brillat-Savarin dans l'histoire de la gastronomie française. Ainsi, l'œuvre de sa vie fut La physiologie du goût. Après avoir publié quelques études économiques et juridiques, il s'attela, dès 1820, à la rédaction de l'ouvrage qui fit sa renommée, dont le nom complet était Physiologie du goût ou Méditation de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. En gastronome émérite, Brillat-Savarin avait pris des notes de ses agapes, banquets et réunions gourmandes, autant d'éléments qui constituèrent les bases de ses réflexions et méditations rassemblées dans son ouvrage publié en 1825. La physiologie du goût était un ouvrage qui s'ouvrait sur ses 20 aphorismes devenus célèbres. Se composait de 30 méditations
composant autant de chapitres traitant des sens, du goût, de la gastronomie, de l'appétit, de la gourmandise, de la digestion, etc. et de quelques variétés constituées de recettes, d'anecdotes et de souvenirs personnels. En revanche, il n'y avait aucun recueil d'adresses gourmandes ni recommandations de table. La physiologie du goût n'était pas un guide gastronomique comme l'Almanach des gourmands de Grimaud de la Reynière, mais un traité de gastronomie. Comme Berchoux ou Grimaud de la Reynière, son ouvrage s'adressait aux gastronomes parisiens, ces bourgeois éduqués et fortunés qui s'étaient emparés du prestige de la table, mais n'avaient aucune culture gastronomique. S'il n'avait pas inventé le terme de gastronomie, puisque c'était Joseph Berchoux, son inventeur, Brillat-Savarin le décortiquait, l'analysait, le triturait, jusqu'à en faire une science gastronomique. Il était aussi le deuxième auteur à utiliser le terme de gastronomie dans un titre d'ouvrage, terme qu'il employa à plusieurs reprises dans le corps du texte. Après son œuvre, le terme de gastronomie se répandit de plus en plus dans les journaux, magazines et revues. Il fut initié à la gastronomie par les moines. Vers 1780, l'abbé Bernardin de Saint-Sulpice, un monastère cistercien situé à Tézilieu dans l'Ain, l'invita avec ses amis musiciens à venir animer les célébrations de la Saint-Bernard au monastère, moyennant rétribution. Ils arrivèrent à l'aube et furent conduits par le père Céleri au réfectoire pour se restaurer après une marche de 20 kilomètres. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils constatèrent que les moines leur avaient préparé une collation monumentale et raffinée. Il relata ce moment dans la physiologie du goût. Au milieu d'une table spacieuse s'élevait un pâté grand comme une église. Il était flanqué au nord par un quartier de veau froid, au sud par un jambon énorme, à l'est par une pelote de beurre monumentale et à l'ouest par un boisseau d'artichaut à la poivrade. On y voyait encore diverses espèces de fruits, des assiettes, des serviettes, des couteaux et de l'argenterie dans des corbeilles. Et au bout de la table, des frères laits, des frères convers chargés des travaux agricoles et des domestiques prêts à servir, quoiqu'étonnés de se voir lever si matin. En un coin du réfectoire, on voyait une pile de plus de 100 bouteilles, continuellement arrosées par une fontaine naturelle. Dans sa physiologie du goût, il analysait le point d'esculence des aliments, qui était leur aptitude à être consommés quand ils étaient à leur saveur optimale. Il fallait respecter ce point d'esculence ou de maturité parfaite. Les capres, les asperges, les pigeonneaux, les cochons de lait devaient être consommés dans leur jeunesse, alors que les melons, le bœuf et le mouton devaient l'être à l'âge adulte, et que les bécasses et le faisan méritaient de patienter jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se décomposer. Il faisait figure de pionnier dans les accords mets-vins, alors qu'avec le service à la française et la multiplicité des plats disposés sur la table, l'usage voulait qu'on boive le même vin coupé d'eau tout au long du repas. Il considérait que c'était une hérésie. Il affirmait qu'il fallait boire plusieurs vins au cours du repas afin d'éviter que la langue ne se sature. Il préconisait de boire des vins adaptés à un certain plat, un vieux sauterne avec les huîtres, un madère avec le potage, un bourgogne rouge avec le faisan à la Sainte-Alliance ou encore un vin de Malaga avec le fromage. Les accords mets-vins se précisèrent et s'affinèrent au cours du XIXe siècle avec l'avènement du service à la russe dans lequel les plats étaient servis successivement et non plus simultanément, favorisant de facto l'accord d'un vin avec un mets particulier. Enfin, il affirmait que le repas idéal devait réunir un maximum de 12 convives autour de la table, des convives qui se connaissaient déjà afin que la conversation puisse être constamment générale. Les mets d'un choix exquis mais en nombre resserré devaient être servis des plus substantiels aux plus légers et les vins des plus lampants aux plus parfumés. Nous pourrions disserter des propos de Brillat-Savarin pendant des heures, voire contredire certains d'entre eux, et Jean-Robert Pitt le fit admirablement dans son ouvrage intitulé Brillat-Savarin, le gastronome transcendant, publié en 2024. Pour Brillat-Savarin, si la cuisine était un art, la gastronomie était une science. Il affirmait que l'odorat était annonciateur du goût, et que si celui-ci était désagréable, alors l'aliment ne saurait être agréable à manger. Il définissait seulement 4 saveurs de base, le sucré, le doux, l'acide et l'acerbe, c'est-à-dire l'âpre ou le piquant. Alors qu'en 1864, le physiologiste Adolphe Fick démontra que le goût résultait de la combinaison de 4 saveurs de base dont le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Il avait pourtant perçu une 5e saveur sans l'intégrer aux saveurs de base, saveur qu'il appelait l'osmasome et que l'on pourrait rapprocher de la 5e saveur connue depuis sous le nom d'umami, le goût savoureux, bien identifié au Japon comme particulièrement présente dans les plats contenant de l'acide glutamique. Il décortiquait le mécanisme de la digestion depuis l'ingestion des aliments jusqu'à la défécation. Il différenciait le plaisir de manger, que l'homme partageait avec les animaux, quand la faim le tenaillait, du plaisir de la table. Le plaisir de la table est particulier à l'espèce humaine. Il suppose des soins antécédents pour les apprêts du repas, pour le choix du lieu et le rassemblement des convives. Le plaisir de la table est de tous les âges,
de toutes les conditions, de tous les pays, de tous les jours. Il peut s'associer à tous les autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. Brillat-Savarin fut aussi l'instaurateur du mythe gastronomique français. Mais qu'est-ce que ce mythe gastronomique français ? Il s'agit d'un récit imaginaire forgé à partir d'un ensemble de croyances et de représentations collectives sur la cuisine française, son excellence et sa prééminence séculaire par rapport aux autres nationalités. Ce mythe naquit après la Révolution avec la mise en place du système de la cuisine française composé d'un ensemble de relations de dépendance entre trois acteurs principaux, les critiques gastronomiques, les cuisiniers et les gastronomes. Il n'y a pas de gastronomie sans critique gastronomique, c'est-à-dire sans le discours sur l'art de faire bonne chère instauré par Grimaud de la Reynière et Brillat-Savarin, et donc sans une littérature gastronomique faite de guides et de revues gastronomiques. Il n'y a pas de gastronomie sans cuisiniers, ces artistes culinaires qui servent une grande cuisine fastueuse dans des restaurants gastronomiques luxueux. Une cuisine qui fut codifiée au début du XIXe siècle par Antonin Carême et au début du XXe siècle par Auguste Escoffier et revue tout au long de ce siècle par les chefs étoilés au Michelin. Enfin, il n'y a pas de gastronomie sans les gastronomes, ces amateurs de bonne chère qui sont soit des cuisiniers, soit des bourgeois qui font ou défont la réputation des chefs. Brillat-Savarin fut considéré comme l'un des fondateurs de la gastronomie et l'instaurateur du mythe gastronomique français car il affirmait que la gastronomie était une science qui devait avoir ses cours, ses professeurs, ses propositions de prix et son académie. Il élevait la gastronomie au rang des beaux-arts puisqu'il la plaçait sous la protection d'une muse, Gastéra, dont le culte était célébré aussi bien par des prêtres, des savants, des rois que par le peuple. Gastéra avait ses temples, les restaurants et ses hôtels à Paris, ville devenue la capitale gastronomique du monde. En invoquant Gastéra et son culte, Brillat-Savarin inventait ce qu'il appelait une mythologie gastronomique et donnait enfin à la gastronomie ses lettres de noblesse. En résumé, il en était le véritable fondateur. Dans son ouvrage, Brillat-Savarin laissa à la postérité un certain nombre d'aphorismes qui furent repris et perpétrés jusqu'au XXIe siècle. Parmi les 20 aphorismes que nous laissa Brillat-Savarin, l'un figurait en épigraphe sur la page de titre des 2 tomes de son ouvrage, attestant que c'était probablement l'un de ses préférés. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. » Ce fut également celui qui connut le plus grand succès dans les 2 siècles qui suivirent. Il affirmait simplement que les aliments qui constituaient la base de notre alimentation et la façon dont nous mangions étaient révélateurs de notre personnalité, de notre statut social et de bien d'autres caractéristiques de l'individu. Quelques autres de ces aphorismes acquirent une certaine notoriété et, pour certains, entrèrent dans les propos généraux des gastronomes et dans le discours gastronomique. Les animaux se repaissent, l'homme mange, seul l'homme d'esprit sait manger. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Un dessert sans fromage est une belle à laquelle il manque un œil. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. Enfin, convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. La physiologie du goût connut un succès considérable, éclipsant par là même les publications de Grimaud de la Reynière. Malheureusement, Brillat-Savarin n'eut pas le plaisir d'apprécier ce succès, puisqu'il décéda le 2 février 1826, 2 mois après la publication de son œuvre, emporté par un refroidissement contracté en assistant à la basilique Saint-Denis le 21 janvier à la cérémonie donnée pour l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Regardons maintenant un ouvrage intitulé « La table au pays de Brillat-Savarin » par Lucien Tendré. Lucien Tendré, 1829-1896, avocat à Belay, dans l'Ain, et neveu supposé à tort de Brillat-Savarin, était connu pour avoir été un grand érudit des bonnes choses. Malgré qu'il n'eût connu jamais Brillat-Savarin, puisqu'il naquit plus de 3 ans après sa mort, il commit en 1892 un ouvrage intitulé « La table au pays de Brillat-Savarin », dans lequel il détaillait avec force anecdote la vie de Brillat-Savarin et la richesse de la cuisine bourgeoise, délicate et raffinée de Belay, capitale du Bugey, et la ville où naquit Brillat-Savarin. L'acte de naissance de Lucien Tendré confirma avec certitude qu'il n'avait aucun lien familial avec la famille Brillat. Parmi la 50aine de recettes bourgeoises qu'il détaillait figurait celle de la poularde truffée à la vapeur, ou poularde en demi-deuil, dont la recette avait déjà été donnée en 1853 par Cousin de Courchamp dans le Dictionnaire général de la cuisine française ancienne et moderne. La poularde en demi-deuil connut la célébrité grâce à la mère Filloux, la mère de la gastronomie lyonnaise, qui l'a transmis à la mère Brasier, qui elle-même l'a transmis à son élève Paul Bocuse.
Il donnait aussi la recette du gâteau de foie blanc au coulis d'écrevisse, plat sublime qui fit la gloire dans les années 1970 du chef triplement étoilé de Mionnay dans l'Ain, Alain Chapelle. Enfin, il avait aussi consigné les recettes des 3 pâtés de Belay qui s'inscrivirent durablement dans les patrimoines gastronomiques français. Le chapeau de Monseigneur Gabriel Courtois de Quincé, la toque du président Adolphe Clerc et l'oreiller de la Belle Aurore. 3 pâtés qui furent qualifiés de plus puissants chefs-d'œuvre de la gastronomie universelle par Kurnowski et Rouff en 1921 dans la France gastronomique dédiée à la Bresse et au Bugey. De ces 3 pâtés historiques de Belay, seul l'oreiller de la Belle Aurore survécut jusqu'au XXIe siècle. Maintenant, dégustons un oreiller de la Belle Aurore apprêté par Brillat-Savarin et décrit par Lucien Tendré. Lucien Tendré prétendait que nous devions cette merveille à Brillat-Savarin qui aurait créé ce pâté-croûte en forme d'oreiller carré en l'honneur de sa mère, Claudine Aurore Récamier, d'où son nom d'oreiller de la Belle Aurore. Il relatait dans son ouvrage sa confection. Il était composé de noix de veau, de perdreaux rouges, de râpes de lièvre, de poulet, de canard, de riz de veau, de filet et jambon de porc, de foie blond de volaille de Bresse, de moelle de bœuf, de champignons, de truffes du Bugey, de pistaches et beurre de Bresse. Après cuisson entre 2 pâtes, le résultat était fabuleux, comme l'attestait son commentaire. Lorsqu'on coupe l'oreiller de la Belle Aurore, le parfum des truffes noires, mêlé au fumet des viandes, embaume la salle à manger. Les tranches, tombant sous le couteau, présentent l'aspect d'une mosaïque de couleurs vives et variées et sont imprégnées des sucs d'une gelée vineuse, couleur d'or. La croûte, toute pénétrée d'un mélange onctueux de beurre frais et de foie de volaille, est tendre sous la dent et fondante dans la bouche. L'oreiller de la Belle Aurore était au pâté-croûte ce que le lièvre à la royale était à la cuisine du gibier. Il alliait noblesse des ingrédients et complexité dans sa réalisation pour procurer un feu d'artifice de saveur. Du temps de Lucien Tendré, l'oreiller de la Belle Aurore était encore servi chaque 9 septembre, jour de la foire du village de Vieux, où Brillat-Savarin avait sa maison de campagne et ses vignes de Côte-Grêle, à tous les amis de Brillat-Savarin et ceux qui voulaient honorer sa mémoire. L'oreiller de la Belle Aurore s'inscrivit dans les années 1950 dans le patrimoine culinaire lyonnais quand le charcutier Claudius Reynon entreprit d'en fabriquer quelques exemplaires pour écouler les gibiers invendus après les fêtes de Noël. Ses descendants poursuivre la fabrication de ce fabuleux pâté entre Noël et le jour de l'an jusqu'à nos jours. Mourir pour un oreiller de la Belle Aurore, c'est ce qui arriva à M. Suard, ancien professeur de violon de Brillat-Savarin, venu lui rendre visite à son domicile. Au dîner, on servit un oreiller de la Belle Aurore. Lucien Tendré raconta. Le musicien, qui n'avait pas souvent à pareille fête, le trouva bon et on dévora une telle quantité qu'elle l'étouffait. Comme on lui présentait du thé en disant « Père Suard, buvez, cela vous fera du bien ». « Non, jamais d'eau chaude, répondit-il, d'où vino, d'où vino ». On s'empressa de lui apporter une rasade de vin de Côte-Grêle, il l'avala, s'affaissa et mourut. Au XXe siècle, il existait un gastronome reconnu par tous ses contemporains comme le prince des gastronomes. Il s'agit de Maurice Edmond Saillant, 1872-1956, plus connu sous le pseudonyme de Kurnowski. Maurice Edmond Saillant naquit à Angers en 1872. Orphelin de mère, abandonné par son père, il s'installa à Paris à 18 ans et se destina à la profession de journaliste. La France connaissait alors, avec l'avènement de l'alliance franco-russe, un engouement sans précédent pour la Russie. Kurnowski fut son nom de plume. Dans les années 1895, alors qu'il écrivait ses premiers articles et chroniques dans les journaux parisiens, il adopta le pseudonyme de Kurnowski, issu du latin « kur » non, signifiant « pourquoi pas », auquel il ajouta une syllabe à consonance russe « ski », comme on aurait dit Dostoïevski ou Tchaïkovski. Sa carrière littéraire, composée de romans, contes, gazettes ou chroniques, ne lui conféra pas le succès éternel. Celui-ci arriva quand il décida de devenir le chantre de la gastronomie régionale. Voyons comment Kurnowski est entré en gastronomie. Son entrée en gastronomie se fit au travers de chroniques gastronomiques qu'il tenait dans le journal et dans Le Matin. L'historien de la gastronomie, Jean Vito, affirmait dans une chronique du 28 mars 2010 que Kurnowski, je cite, développa une philosophie de la cuisine assez révolutionnaire pour l'époque. Il se moque des noms prétentieux des plats à la princesse, royale ou financière. Il nous dit que vers le début de ce siècle, l'éminente et millénaire supériorité de la cuisine française fut menacée par 2 fléaux, le snobisme de la cuisine anonyme et cosmopolite qui sévit dans tous les palaces et caravansérails de l'univers, et le goût suranné de cette cuisine compliquée et tarabiscotée qui tente à dissimuler les saveurs et les arômes et à présenter sous des noms bizarres et prétentieux
des plats où la chimie se mêle à la prestidigitation, s'opposant ainsi à Auguste Escoffier. Ce jugement reste toujours d'actualité. Il demande que les choses aient le goût de ce qu'elles sont, qu'une fricassée s'appelle une fricassée, une matelote, un poulet rôti, un poulet rôti. Il s'insurge aussi contre ces abominables fonds de sauce, se révélant un vrai précurseur de la nouvelle cuisine des années 1970. Kurnonski fut élu prince des gastronomes. Il tint sa renommée des années 1920 quand il décida de remettre à l'honneur les cuisines régionales de nos terroirs et de promouvoir son nouveau Graal, la Sainte Alliance du tourisme et de la gastronomie. Après la disparition des voitures hippomobiles et des relais de diligence, remplacés par les voitures automobiles et les restaurants de gueule installés sur les grands axes, le temps était venu d'unir le tourisme à la gastronomie. C'est alors qu'il entreprit avec le journaliste Marcel Rouff, entre 1921 et 1930, un tour de France gastronomique des bonnes tables et des bonnes auberges de France. Il en résulta une collection de 28 volumes régionaux, publiés individuellement sous l'intitulé « La France gastronomique, guide des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises », puis condensé dans un même ouvrage en 1933 avec la collaboration d'Austin de Crau sous le titre « Le trésor gastronomique de France, répertoire complet des spécialités gourmandes des 32 provinces françaises ». Cette œuvre était la synthèse d'une décennie de pérégrination gourmande à travers les régions françaises que le préfacier décrivait comme la somme des connaissances gastronomiques de la France qui se traduisait par une quantité impressionnante de produits et de plats régionaux. Kurnonski avait pour ambition d'enseigner à beaucoup de gens qui semblent l'ignorer que la cuisine ne doit pas être la même dans toutes les régions et dans toutes les saisons. La consécration vint en 1927 quand il fut élu prince des gastronomes par plus de 3000 cuisiniers, restaurateurs et gastronomes lors d'un vote organisé par la revue Le Bon Gîte et La Bonne Table. Quelle était donc la conception de la gastronomie de Kurnonski ? Dans l'Excelsior du 14 mars 1937, il affirmait être un fervent et déterminé gastronomade qui quittait 3 ou 4 fois par an sa principauté. Maurice Briand, dans L'Homme libre du 3 avril 1952, en disait davantage sur ce gastronomade. Le gastronomade, comme dit Kurnonski, va par toute la France chercher tel plat où on le prépare le mieux et selon la pure tradition, et l'accompagne de vin et d'alcool de la même région. Le gastronomade devait donc voyager à des fins essentiellement gourmandes. D'ailleurs, il était convaincu que l'automobile avait sauvé la cuisine régionale française. Dans le précédent numéro de l'Excelsior, Kurnonski, qui se baptisait lui-même Kur Ier, prince des gastronomes, dans le titre de son article, nous informait que le prince n'a ni chef, ni cordon bleu, ni domestique, ni cave, ni salle à manger. Il habite, depuis 35 ans, un tout petit appartement qui se compose de 3 pièces, une chambre à coucher, une salle de bain et d'une bibliothèque, plus riche que lui du reste. En fait, Kurnonski ne déjeunait pas, ne mangeait jamais chez lui et vivait essentiellement la nuit. Il passait ses soirées dans les restaurants ou chez des amphitryon avant de rentrer et de s'adonner à l'écriture jusqu'au petit matin. Dans plusieurs de ses ouvrages, il affirmait que la gastronomie est vraiment une religion au véritable sens de ce mot qui veut dire un lien entre les hommes. Il s'opposait à la haute cuisine d'Auguste Escoffier et défendait la cuisine bourgeoise. Il résumait bien sa philosophie par l'un de ses aphorismes en cuisine, comme dans tous les autres arts, la simplicité est le signe de la perfection. Kurnonski fut un homme aux multiples facettes. Avec ses amis, il multiplia les associations, clubs, académies et confréries gourmandes qui étaient autant d'occasions de se réunir autour d'une bonne table. Ainsi, il fonda ou participa à la création de l'Académie des gastronomes en 1929, l'Académie du vin de France 1931, le Club de la Bonne Auberge 1938, devenu Club royal des gastronomes de Belgique en 1997. En 1950, il fonda, avec quelques amis, la prestigieuse Association gastronomique internationale, la Confrérie de la chaîne des rôtisseurs, et en 1954, l'Association professionnelle des chroniqueurs et informateurs de la gastronomie et du vin, la PCIG. Depuis, en son honneur, la PCIG décerne chaque année le prix Amunategui Kurnonski à un journaliste. Il publia une 50aine d'ouvrages sur la cuisine et sa renommée était telle que nombre de cuisiniers associèrent son nom à certaines de leurs recettes, comme la sole Petit Prince de Lucas Carton, les médaillons de veau Kurnonski de Paul Herbelin ou la poularde pochée au cresson Kurnonski du Taïwan. En 1934, il participa à la création et assura le rôle de directeur littéraire de La France à table, une revue bimestrielle sur le thème du tourisme et de la gastronomie. En 1947, il créa la revue Cuisine de France, devenue Cuisine et vins de France l'année suivante, qui aboutit à la publication en 1953 d'un ouvrage monumental du même nom qui, avec ses 856 pages, contenait 3000 recettes de la cuisine régionale.
Il décéda le 22 juillet 1956 à Paris à la suite d'une chute de la fenêtre de son appartement consécutive à un malaise, laissant tous les adeptes de la gastronomie en deuil. Il fut le dernier grand gastronome du XXe siècle qui marqua son époque par ses aphorismes, son franc-parler et sa passion pour les cuisines bourgeoises, paysannes et régionales. En résumé, le terme de gastronomie est apparu pour la première fois en 1801 dans le titre d'un poème de Joseph Berchoux intitulé « Gastronomie ou l'homme des champs à table ». Avant lui, Archestrate au IVe siècle avant notre ère, à la fois poète et grand voyageur grec, fut probablement le premier gastronome de l'histoire. Et Mythekos, un cuisinier grec de Sicile du Ve siècle avant notre ère, l'auteur du premier ouvrage culinaire connu sous le nom d'Art culinaire, un ouvrage disparu aujourd'hui. Enfin, ils furent suivis au 1er siècle de notre ère par Apicius, le plus célèbre des gastronomes de l'Antiquité, auteur de De Re Coquinaria, traduit par l'art culinaire, qui laissa à la postérité quelques 500 recettes reprises jusqu'à la fin de la période médiévale. Après Joseph Berchoux, ce fut Brillat-Savarin qui éleva la gastronomie au rang d'art et en fit une science dans l'œuvre de sa vie, La physiologie du goût en 1825. Au XXe siècle, le plus célèbre gastronome fut Kurnonski, chant de la gastronomie bourgeoise, régionale et paysanne. Enfin, la gastronomie naquit en France et non dans un autre pays en raison de 3 facteurs principaux. Le premier était l'invention du restaurant et des restaurateurs en France à l'aube de la Révolution et leur notoriété internationale au cours du XIXe siècle. Le deuxième facteur était la diversité des climats qui induisait une multiplicité des terroirs qui chacun donnait naissance à des produits d'exception. Mais cette gastronomie n'aurait jamais pu voir le jour sans une longue tradition de la table aristocratique versaillaise, passée dans le domaine public après la Révolution et reprise à son compte par la nouvelle classe dirigeante, la bourgeoisie. Ce fut en raison de ces 3 facteurs que l'art culinaire ou la gastronomie du XIXe siècle naquit en France et nulle part ailleurs. Cette gastronomie n'émergea qu'après la Révolution, car il fallut qu'un double bouleversement à la fois économique et politique n'intervint pour que la gastronomie émerge. Le bouleversement économique était le libéralisme de la fin du XVIIIe siècle qui conduisait à l'abolition des corporations et la naissance du restaurant, mais le restaurant parisien n'aurait jamais connu le succès qu'il rencontra si le bouleversement politique né avec la Révolution n'était intervenu, permettant sa longue marche démocratique de la cour à la ville et de la noblesse à la bourgeoisie. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.